Salut tout le monde, bienvenue à notre exploration d'un texte vraiment fascinant. Ah oui. Oui, Self-Criticism par Lala Al-Fassi. Imaginez le Maroc en 1960, Ok. fraîchement indépendant, cherchant sa place dans le monde. Oui, je vois. C'est dans ce contexte qu'Al-Fassi lance un appel vibrant aux intellectuels marocains. Un appel? Oui, les exhortant à se regarder dans le miroir, à analyser en profondeur les défis de leur société et à se retrousser les manches pour bâtir un avenir meilleur. C'est une période charnière en effet. Le Maroc se libère du joug colonial Exactement. et doit inventer son propre modèle de développement. Al-Fassi pose une question fondamentale. Comment concilier modernité et tradition, progrès et identité? Ah oui, ça c'est vraiment intéressant. Il ne s'agit pas de rejeter en bloc le passé, mais de le regarder avec un œil critique. Pas question d'accepter aveuglément les traditions héritées. C'est ça? Il faut les analyser, les questionner, et voir si elles sont encore pertinentes dans le Maroc moderne. Exactement. Al-Fassi dénonce ce qu'il appelle l'immobilisme intellectuel, cette tendance à s'accrocher au statu quo, par peur du changement. Il pointe du doigt, par exemple, le rejet systématique de toute idée nouvelle, simplement parce qu'elle bouscule les habitudes. Il nous appelle à un véritable sursaut intellectuel. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il ne rejette pas la tradition en bloc. Au contraire, il voit dans l'islam un socle solide, un ensemble de principes moraux et éthiques qui peuvent guider le Maroc vers le progrès. Absolument. Al-Fassi plaide pour un islam moderne, capable de s'adapter aux réalités du monde contemporain. Pour lui, il n'y a pas de contradiction entre islam et modernité, bien au contraire. L'islam, selon lui, peut être un moteur de progrès social et économique. Alors, on a compris qu'il appelle à une autocritique radicale et qu'il voit dans l'islam un guide pour le Maroc moderne. Mais concrètement, à quoi ressemblent ces propositions? Par où commencer pour construire ce Maroc nouveau? Al-Fassi identifie 3 fléaux qui minent le pays. La pauvreté, l'analphabétisme et la maladie. Il les voit comme les symptômes d'un mal plus profond. Un cercle vicieux qui maintient le Maroc dans le sous-développement. Pour lui, s'attaquer à ces problèmes est une priorité absolue. Et comment propose-t-il de s'y prendre? On imagine qu'il ne se contente pas de simples constats. Bien sûr que non. Al-Fassi est un homme d'action, un réformateur. Il propose des solutions concrètes, parfois radicales. Par exemple, il est très critique envers le système éducatif de l'époque, qu'il juge inadapté aux besoins du Maroc moderne. C'est vrai qu'il consacre un chapitre entier à l'éducation dans Self-Criticism. Il appelle à une refonte complète du système. Mais qu'est-ce qu'il reproche exactement à l'éducation de son époque? Al-Fassi décrit des écoles où l'apprentissage par cœur est privilégié, au détriment de l'esprit critique. Il dénonce un système qui produit des citoyens passifs, incapables de penser par eux-mêmes et de contribuer au développement du pays. Pour lui, l'éducation doit former des citoyens éclairés, engagés et prêts à relever les défis du monde moderne. Donc, il ne s'agit pas seulement d'apprendre des choses, mais d'apprendre à penser. C'est une vision assez révolutionnaire pour l'époque, non? Tout à fait. Al-Fassi est un visionnaire. Il comprend que le développement du Maroc passe par une transformation profonde de son système éducatif. Il plaide pour une éducation qui favorise l'esprit critique, la créativité, l'innovation, et il insiste sur l'importance de l'enseignement de l'histoire et de la culture marocaine, pour former des citoyens conscients de leur identité et fiers de leur héritage. Et en parlant d'identité, on sait qu'Al-Fassi est un fervent défenseur de l'islam. Mais comment concilie-t-il cette vision religieuse avec son désir de modernité? Est-ce que l'islam, selon lui, doit dicter tous les aspects de la vie sociale et politique? C'est une question complexe. Al-Fassi voit dans l'islam un guide moral et spirituel, mais il ne prône pas un retour à un passé idéisé. Je comprends. Au contraire, il plaide pour un islam qui s'engage avec la modernité, qui dialogue avec les autres cultures, qui s'adapte aux réalités du monde contemporain. Donc un islam ouvert sur le monde, tolérant et en phase avec son temps. C'est intéressant comme perspective. Mais concrètement, comment Al-Fassi imagine-t-il la place de l'islam dans la société marocaine? Est-ce qu'il doit influencer les lois, le système politique? Al-Fassi est assez clair sur ce point. Pour lui, l'islam doit être la source d'inspiration pour les lois et les institutions. Mais il ne prône pas l'instauration d'une théocratie. D'accord. Il croit en la séparation des pouvoirs, en la liberté de conscience, en le respect des droits de tous les citoyens, quelle que soit leur religion. C'est une vision assez nuancée, qui cherche à concilier des valeurs parfois perçues comme contradictoires. C'est d'autant plus intéressant que les débats sur la place de l'islam dans la société est toujours d'actualité, au Maroc et même au-delà. On voit qu'Al-Fassi a posé des questions fondamentales qui continuent de nous interpeller aujourd'hui. Absolument. Al-Fassi ne se contente pas de donner des réponses toutes faites. Il nous invite à réfléchir, à débattre, à chercher les solutions les mieux adaptées au contexte marocain.
et c'est peut-être ça sa plus grande contribution, nous apprendre à penser par nous-mêmes, à être critiques, à ne pas accepter aveuglément les idées reçues. C'est une belle leçon, en effet. On a parlé d'éducation, de religion, de la vision d'El-Fassi pour un Marek moderne. Mais il y a un autre aspect crucial de sa pensée, son analyse de la situation économique du pays. Oui. Il est très critique envers le système en place au moment de l'indépendance. Qu'est-ce qui lui choque particulièrement? Al-Fassi dénonce les inégalités criantes, la pauvreté qui frappe une grande partie de la population, le manque d'opportunités pour les Marocains. Il est particulièrement indigné par la mainmise des étrangers sur les richesses du pays, notamment en matière de propriété foncière. Oui, c'est vrai qu'il consacre une bonne partie de son livre à la question de la terre. Il propose une réforme radicale du système de propriété. Pouvez-vous nous en dire plus? Avec plaisir. Al-Fassi propose de réorganiser la propriété foncière au Maroc en 5 catégories. Les terres appartenant à l'État, les terres communales, les terres militaires, les terres des Waqf, les fondations religieuses et les terres privées. Il insiste sur la nécessité de garantir un accès équitable à la terre pour tous les Marocains. Et il est particulièrement critique envers la possession de terres par des étrangers, n'est-ce pas? Tout à fait. Il la considère comme illégitime et portant atteinte à la souveraineté du Maroc. Il plaide pour une nationalisation des terres appartenant aux étrangers, afin de les redistribuer aux Marocains et de garantir l'indépendance économique du pays. C'est une proposition assez radicale, qui s'inscrit dans le contexte de la décolonisation et de la lutte pour l'indépendance économique. Mais est-ce que cette vision a eu un impact concret sur la politique foncière du Maroc? C'est une question qu'on explorera plus en détail dans la suite de notre discussion. Mais on peut déjà dire que la question de la terre reste un sujet sensible au Maroc, et que les idées d'Al-Fassi continuent d'alimenter les débats sur la justice sociale et la redistribution des richesses. Avant de passer à la suite, j'aimerais revenir un instant sur la place des femmes dans la société marocaine. C'est un sujet qui préoccupe beaucoup Al-Fassi, n'est-ce pas? Oui, absolument. Al-Fassi est conscient des inégalités qui touchent les femmes au Maroc. Il dénonce les traditions qui les discriminent et les empêchent de réaliser leur plein potentiel. Mais en même temps, il est attaché aux valeurs familiales traditionnelles. Comment concilie-t-il ces deux positions apparemment contradictoires? Al-Fassi plaide pour une évolution des mentalités, une réinterprétation des traditions qui permettent aux femmes d'accéder à l'éducation, à l'emploi, et de participer pleinement à la vie sociale et politique du pays. Il insiste sur l'importance de l'éducation des filles, qu'il considère comme essentielle au progrès de la société marocaine. C'est une vision assez progressiste pour l'époque. Mais est-ce qu'Al-Fassi propose des mesures concrètes pour améliorer la condition des femmes? Oui, il va plus loin que de simples déclarations de principe. Il appelle à des réformes du droit de la famille, notamment en matière de mariage, de divorce et de droit de succession. Il plaide également pour une meilleure représentation des femmes dans les instances politiques et économiques. Al-Fassi ne se contente pas de pointer du doigt les problèmes, il propose des solutions. Il appelle à une véritable révolution des mentalités, à une réinterprétation des traditions pour les adapter aux exigences du monde moderne. Ah oui. C'est ce qu'il appelle l'islam moderne. L'islam moderne. Mais... c'est un concept clé chez Al-Fassi. On en a déjà un peu parlé, mais j'aimerais qu'on creuse davantage. Comment concilier tradition et modernité? Valeurs islamiques et progrès social. C'est un défi de taille, non? Oui. C'est une question qui est au cœur de la pensée d'Al-Fassi. Il rejette l'idée d'un islam figé dans le passé, incapable de s'adapter aux réalités du monde contemporain. Pour lui, l'islam est une religion dynamique qui a toujours su évoluer, pour répondre aux défis de son temps. Donc, il ne s'agit pas de rejeter la modernité, mais de l'intégrer à une vision islamique du monde. Exactement. Al-Fassi appelle à une relecture des textes sacrés, à une interprétation qui prenne en compte les avancées scientifiques, les progrès sociaux, les aspirations des nouvelles générations. Il souligne l'importance de l'Ijtihad, l'effort d'interprétation et de réflexion qui permet d'adapter l'islam aux réalités de chaque époque. C'est une vision audacieuse, qui peut susciter des résistances, on imagine. Comment a-t-elle été reçue à l'époque? Les idées d'Al-Fassi ont été controversées, bien sûr. Certains l'ont accusé de vouloir occidentaliser l'islam, d'abandonner les valeurs traditionnelles. Mais pour lui, il ne s'agit pas de copier l'Occident, mais de trouver une voie propre au Maroc, une voie qui concilie modernité et authenticité. Et cette voie, comment se traduit-elle concrètement? Quels sont les piliers de cet islam moderne qu'il appelle de ses vœux? Al-Fassi insiste sur plusieurs points clés. Tout d'abord, l'éducation. Pour lui, l'ignorance est le principal obstacle au progrès. Il appelle à une éducation universelle, accessible à tous, filles et garçons, qui permettent aux Marocains de s'émanciper et de contribuer au développement du pays. On retrouve ici son souci constant de l'éducation, comme on l'a vu précédemment. Mais qu'en est-il de la place des femmes dans la société?
Comment concilier son attachement aux valeurs familiales traditionnelles avec son désir de voir les femmes jouer un rôle plus actif? Al-Fassi reconnaît l'importance du rôle traditionnel de la femme, au sein de la famille, mais il refuse qu'elle soit confinée à la sphère domestique. Il plaide pour une plus grande participation des femmes à la vie sociale, économique et politique. C'est intéressant, car on voit ici une certaine tension entre tradition et modernité. Comment Al-Fassi envisage-t-il cette évolution des rôles des femmes? Il appelle à une réinterprétation des textes religieux et des traditions sociales qui permettent aux femmes d'accéder à l'éducation, à l'emploi et de participer pleinement à la vie publique. Il voit dans l'émancipation des femmes une condition essentielle au progrès du Maroc. Donc pour Al-Fassi, le progrès du Maroc passe par l'éducation, l'émancipation des femmes, une vision moderne de l'islam. Mais qu'en est-il du développement économique? On a vu qu'il était très critique envers le système économique en place au moment de l'indépendance. Quelles sont ses propositions pour un développement plus juste et plus équitable? Al-Fassi est un fervent défenseur de la justice sociale et de la redistribution des richesses. Il dénonce les inégalités criantes, la pauvreté qui frappe une grande partie de la population et le manque d'opportunités pour les Marocains. Et il propose des solutions concrètes pour remédier à ces problèmes. Oui, absolument. Il appelle à une réforme agraire qui permettrait de redistribuer les terres aux paysans et de lutter contre la concentration de la propriété foncière entre les mains d'une élite. Il plaide également pour une politique industrielle ambitieuse qui permettrait de créer des emplois et de développer l'économie nationale. On retrouve ici son souci constant de l'indépendance nationale, tant politique qu'économique. Al-Fassi veut un Maroc maître de son destin, capable de se développer par ses propres moyens et de garantir le bien-être de tous ses citoyens. Exactement. Pour lui, le développement économique ne doit pas se faire au détriment de la justice sociale et de la souveraineté nationale. Et cette vision du développement a-t-elle eu un impact concret sur les politiques menées au Maroc après l'indépendance? C'est une question complexe, car les idées d'Al-Fassi ont été reprises et réinterprétées par différents acteurs politiques, parfois de manière contradictoire, mais on peut dire que son influence a été réelle, notamment dans le domaine de l'éducation et de la promotion de la femme. Et aujourd'hui, quel est l'héritage d'Al-Fassi? Ces idées sont-elles encore pertinentes dans le Maroc du XXIe siècle? Al-Fassi reste une figure majeure de la pensée marocaine. Son appel à l'autocritique, sa vision d'un islam moderne, son souci de la justice sociale, tout cela continue d'inspirer les Marocains d'aujourd'hui. Bien sûr, le contexte a évolué. Le Maroc a connu de profondes transformations depuis les années 60, mais les questions posées par Al-Fassi restent d'actualité. Comment concilier tradition et modernité? Comment construire une société juste et prospère? Comment garantir l'indépendance nationale dans un monde globalisé? Ce sont des défis auxquels le Maroc est toujours confronté. Et la pensée d'Al-Fassi peut nous aider à trouver des solutions, adaptées à notre époque. C'est un héritage précieux, en effet. Al-Fassi nous a légué un outil de réflexion puissant, qui nous permet d'analyser les défis du Maroc et d'imaginer son avenir. Il nous a appris à être critiques, à ne pas accepter aveuglément les idées reçues, à chercher des solutions innovantes et adaptées à notre contexte. Et c'est à nous, Marocains d'aujourd'hui, de poursuivre cette réflexion, de débattre, de proposer, de construire le Maroc de demain. Al-Fassi nous a montré la voie, à nous de la suivre, de l'adapter, de la faire évoluer pour un Maroc prospère, juste et libre. On a beaucoup parlé d'Al-Fassi, de ses idées, de son influence. Mais j'aimerais maintenant qu'on se tourne vers vous, chers auditeurs. Que retenez-vous de cette plongée dans la pensée d'Al-Fassi? Quelles sont les idées qui vous ont marqué? Quels sont les aspects de son œuvre qui vous semblent les plus pertinents aujourd'hui? N'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous, sur les réseaux sociaux ou sur nos sites internet. Le débat est ouvert. On a exploré les multiples facettes de la pensée d'Al-Fassi. Sa vision de l'islam moderne, son insistance sur l'éducation, son plaidoyer pour l'émancipation des femmes, sa critique du système économique. Mais il y a un autre aspect de son œuvre qui mérite qu'on s'y attarde. Son engagement pour le panarabisme. Absolument. Al-Fassi était un fervent partisan de l'unité arabe. Il voyait dans le panarabisme un moyen de libérer les pays arabes du joug colonial, de renforcer leur solidarité et de leur donner un poids politique et économique sur la scène internationale. C'est une idée qui était très en vogue dans les années 60, après la vague des indépendances. Mais concrètement, comment Al-Fassi envisageait-il la réalisation de cette unité arabe? Al-Fassi était un pragmatique. Il ne croyait pas à une unification politique immédiate, mais il pensait que la coopération économique, culturelle et scientifique entre les pays arabes était un premier pas essentiel vers une union plus étroite. Et quelles étaient ses motivations? Pourquoi était-il si attaché à cette idée d'unité arabe? Al-Fassi était convaincu que l'union faisait la force. Il pensait que les pays arabes, unis, pourraient mieux défendre leurs intérêts face aux grandes puissances,
et qu'il pourrait ainsi jouer un rôle majeur sur la scène mondiale. Mais le panarabisme a connu des revers, des divisions, des conflits internes. Est-ce que ces échecs ont remis en cause la vision d'Al-Fassi? Al-Fassi était conscient des difficultés, mais il n'a jamais abandonné son idéal d'unité arabe. Il pensait que les divisions entre les pays arabes étaient artificielles, entretenues par les puissances étrangères pour mieux les contrôler. Et aujourd'hui, quel est l'héritage du panarabisme? Est-ce une idée dépassée ou a-t-elle encore une pertinence dans le monde actuel? C'est une question complexe. Le contexte géopolitique a beaucoup changé depuis les années 60. Mais l'idée d'une solidarité arabe, d'une coopération renforcée entre les pays de la région, reste d'actualité. On voit que la pensée d'Al-Fassi est riche et complexe. C'est un penseur qui abordait tous les aspects de société marocaine et arabe, de la religion à l'économie, en passant par l'éducation, la politique et les relations internationales. Son œuvre est un véritable trésor, une source d'inspiration pour tous ceux qui s'intéressent au Maroc et au monde arabe. Absolument. Al-Fassi nous a légué un héritage précieux, un ensemble d'idées et de valeurs qui peuvent nous aider à comprendre les défis du monde d'aujourd'hui et à construire un avenir meilleur. C'est une belle conclusion pour notre plongée dans Self-Criticism d'Al-Fassi. J'espère que cette exploration vous a donné envie d'en savoir plus sur cet auteur fascinant et sur la richesse de la pensée marocaine. N'hésitez pas à poursuivre la réflexion, à lire Al-Fassi, à débattre de ses idées avec vos amis, vos proches, vos collègues. C'est en échangeant, en confrontant nos points de vue que nous pouvons mieux comprendre le monde qui nous entoure et contribuer à le faire avancer.